Bonjour à tous. Ce matin, nous allons ouvrir un nouveau chapitre sur le thème de la poésie. En cette étrange période où nous allons être tenus de rester confinés chez nous, il m'a semblé intéressant de m'attarder sur un objet que les poètes utilisent beaucoup, qui est l'objet de la fenêtre. La fenêtre par laquelle on peut regarder pour s'ouvrir au monde. C'est autour de ce thème donc que va se construire notre chapitre. J'espère qu'il va vous intéresser. Pour l'ouvrir, j'ai choisi de partager avec vous la nouvelle d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maurice Ponce. Je vous en ai enregistré une lecture, elle dure une quinzaine de minutes, je vais vous demander d'y prêter attention. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Délicieuse frayeur, Maurice Ponce. La fenêtre. Il y avait dans leur chambre 4 lits blancs, mais une seule fenêtre. Dis-nous, Karl, dis-nous ce que tu vois par la fenêtre. Car les malades sont comme les enfants envieux des moindres plaisirs. Leurs lits, gréés comme des caravelles, ils avaient appareillé pour de longs voyages immobiles. Tristes voiliers sur l'océan des rêves, dans le silence interminable de l'hôpital, ils crevaient lentement les vagues de leur ennui, et heure par heure, avec la majestueuse lenteur des flottes, ils doublaient l'une après l'autre leurs journées comme des capes. Pour seul horizon, la blancheur des murs. Nul ne saura pourquoi ni en quelle heure la vie repoussa ici ces épaves. Eux-mêmes se savaient échoués en des lieux sans nom ni visage, où ils n'avaient plus rien à attendre d'un monde si avare de signes. Ah, si Karl au moins voulait regarder par la fenêtre. Peut-être voyait-il une ville, peut-être le clocher d'une église. Il pourrait faire entrer dans la chambre le mirage d'un souvenir. Une fois, une seule fois, il avait dit la neige. Et, avec ce seul mot, ils avaient vécu des semaines. Chacun avait retrouvé dans sa mémoire la fraîche image de sa ville toute blanche, un petit vent d'hiver, les pas feutrés sur les trottoirs et la laine brillante des chevaux le long des fleuves. À chaque aube depuis, ils avaient espéré de Karl une parole, mais chaque soir retombait maintenant sur son silence. Karl restait comme anéanti sur son lit, les yeux hagards, et souvent cette douleur dans le ventre qui le faisait râler de longues heures. Quand ses amis d'infortune le pressaient par trop de questions, Karl répondait seulement d'un vague sourire triste, et l'on voyait ses veines se gonfler sur le front. Une nuit, il avait gémi plus que de coutume, et au matin, les brancardiers vinrent le chercher. La journée se passa dans une mortelle attente, puis un garde, un peu plus tard, vint chercher ses pauvres affaires. Personne n'eut besoin de l'interroger. Le lendemain, les femmes de ménage changèrent les draps et son lit, depuis presque une semaine, restait vide. Tout de même, pensait-il, le lit près de la fenêtre. Chacun le pensait, mais des trois, Franz parla le premier. C'est en cédant aux plus petits caprices qu'on cause souvent les plus grandes joies. Le docteur le savait bien, qui passait sa vie près des malades, et il avait senti dans le cri de Franz tant de détresse. Son état le permettait, le docteur promit à Franz que le lendemain, on le transporterait dans le lit d'en face. Tout le jour et tard dans la nuit, ils parlèrent avec fièvre. « J'aurai des yeux pour vous parler, disait Franz, comme honteux de trop de joie. Car pour abellir les privilèges, il n'est que de les partager. Ils avaient tant souffert de l'injuste silence de Karl. Nous aurons chacun notre fenêtre, répétait Franz. Et leur nuit fut fraîche, comme si l'on avait ouvert les vitres. Après que les infirmiers eurent installé Franz dans le lit de la fenêtre, il se fit dans la chambre un grand silence. Quand une fois la vie vous a fait mal, on apprend à se méfier d'elle. Les allongés ne croient pas au miracle. Ils ne pouvaient pas vraiment penser que leur détresse allait peu à peu prendre fin. Ils se recueillaient comme s'ils avaient peur de faire fuir au moindre mot leur espérance. « Eh bien, Franz, dirent-ils enfin, vois-tu quelque chose de cette ville ?» Mais Franz d'abord ne répondit pas. Il pleurait. Il pleura doucement la journée entière.
et les paroles ce jour-là dans la chambre marchèrent comme sur la pointe des pieds. C'est seulement à l'heure plus paisible du jour qui tombe, quand le soir embaume toutes les peines du cœur, qu'il commença à parler d'une voix douce. Je vois une ville profonde à travers les vitres. Elle a un petit air triste. Elle penche ses toits comme on penche la tête. Seul un grand clocher fait le fier, et ses cloches se baladent dans les ruelles. L'heure est grave, c'est l'heure où la ville hésite entre le jour et la nuit. On voit déjà des lumières dans les maisons du centre, plus impatientes du soir, mais la colline s'attarde aux douceurs du jour. Le brouillard se déshabille lentement pour dormir. Il fera beau demain. Il faisait beau le lendemain, et Franz raconta chaque jour qui suivit. La ville entière entrait par la fenêtre. Quartier par quartier, elle grandissait à travers les vitres. Notre hôpital, savez-vous, est chaussé d'un large boulevard, et de l'autre côté commence un parc. Il est sage comme un jardin de pension un jour de fête, et si bien élevé. Ce n'est pas vraiment le printemps, mais il faut bien qu'une hirondelle se dessine, n'est-ce pas? Les gens déjà se promènent, comme ils marchent lentement, on dirait qu'ils ont peur d'effrayer les feuilles qui vont naître. Grâce à Franz, l'univers des malades se peupla d'un monde familier. C'étaient toujours aux mêmes heures les mêmes qui, par la fenêtre, montaient du parc dans la chambre, et Franz racontait si bien. Toujours le matin, il y avait ce vieux ménage qui avançait de banc en banc, comme voyage de port en port les petits voiliers des côtes. Et à midi, c'était une volée de piaillantes jeunes filles. Elles déjeunaient dans un rond de chaises et l'on pouvait presque deviner leur rire. Puis l'une s'attardait avec un marin. Ce qu'on entendait presque aussi, c'était ronde de ses enfants quand ils se comptent avant leur jeu. Il me semble, disait Franz, il me semble que je reconnais la rengaine, car les gestes chantent aussi bien que les mots. Attendez, oui, ce doit être celle du petit chinois. Et il récitait, comme à l'école, sur le ton des tables de multiplication, 2 et 1, 3 petits chinois. Si tu me chines, tu vas en Chine. Quand une petite fille pleurait dans la ronde de Colin Maillard, toute la chambre était triste. Bientôt, pour évoquer mieux ces images qu'il connaissait déjà par cœur, et je veux dire avec le cœur, Franz inventa des noms pour leurs amis d'au-delà les vitres. Quand il disait qu'Analyse attendait sur un banc, chacun espérait que Gerbrand le marin ne tarderait pas à venir. Et dis-moi, Franz, la petite Erika, est-ce qu'elle a l'air encore triste aujourd'hui? Oh non, répondait Franz, elle paraît toute neuve. On lui a mis une robe heureuse, sa robe des mardis, et 2 gros rubans dans les cheveux, comme aux montgolfières. Ils convinrent aussi d'appeler Saint-Stéphane leur église. Franz était si heureux de faire plaisir que chaque jour il reprenait des forces. Demain, lui dit un jour le docteur, et le docteur parlait-il comme un dieu, demain, on essaiera de te mettre debout. Et il marcha. Il fut d'abord autour de son lit, soutenu par 2 infirmières, comme l'oiseau fragile au bord du nid. Mais les semaines passèrent et Franz quitta la chambre, seul, sur ses propres jambes. Je vous laisse la fenêtre, dit-il en embrassant ses compagnons de misère. Mais eux craignaient que la fenêtre, sans Franz, ne fût plus ce qu'elle avait été pendant des mois. Ni Albert, ni Gabriel ne demandèrent à changer de lit. Seulement, quand sonnaient 11 heures dans les couloirs de l'hôpital, l'un et l'autre pensaient que le vieux ménage broudeur devait avoir commencé son périple autour des bancs. Et tout de même, certains soirs, soirs de détresse, soirs de parfait abondance dans la chambre déserte, leur peine mal contenue les tournait vers le souvenir de cette vieille place où l'ombre de la cathédrale, leur disait autrefois Franz, devait dresser ses oreilles de loup. Toutes leurs images du monde avaient la couleur de Franz. Aussi, lorsqu'à son tour Albert commença à marcher, son plus grand désir fut de pouvoir atteindre la fenêtre. Et toujours dans son lit, son ami, de l'autre côté de la chambre, l'encourageait de toute son âme. Encore quelques pas, Albert, et c'est encore quelques pas aujourd'hui, et demain tu pourras t'asseoir devant la fenêtre. Albert alors se levait la nuit. À l'insu du docteur, et se cachant des gardes, il faisait travailler ses pauvres jambes. Quand l'âme est à ce point courageuse, il est rare que le corps ne suive pas. Un soir,
Après d'immenses efforts, Albert parvint à la fenêtre. Ah, que Gabriel en fut heureux, qui avait partagé toutes ses angoisses, qui avait lutté chaque jour, pas à pas, avec son ami. Enfin, nous y sommes, Albert, nous y sommes. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai peur maintenant, Gabriel. Si j'avais trop forcé, je me sens tout tremblant. Mais non, tu es guéri, tu es sauvé, je t'assure. Regarde un peu par la fenêtre. Est-ce que tu la vois, la ville? Il fait tout noir dehors, j'ai peur, tu sais. Il faut que je retourne à mon lit. Albert, depuis ce soir-là, semblait moins pressé de marcher dans la chambre. Il fallut que le docteur, jour après jour, l'y obligeât. On le guérit presque malgré lui. Mais une fois guéri, presque valide, il restait tristement assis sur son lit. C'était seulement pour son ami qu'il allait parfois s'asseoir devant la fenêtre, maintenant grande ouverte. Gabriel aurait bien voulu le presser de questions sur les gens et les choses, sur la vie du monde dehors, sur l'été qu'on sentait sur la terre des vivants. Mais Albert semblait ne plus prendre aucun plaisir à ce qui était autrefois leur joie commune et leur espoir. Tu ne me dis rien, Albert, gémissait Gabriel. Tu ne m'as même pas dit si tu avais revu Annalise. Mais si, je l'ai vue. Tu sais, elle n'est pas si jolie que ça, Franz exagérait toujours. C'est bien une fille comme en ont les marins. Et les petits garçons du jeudi, tu ne me dis pas à quoi ils jouent maintenant? Ah oui, les petits garçons, ils ne viennent plus très souvent, il fait si chaud l'après-midi. Tout de même, il y a de l'eau dans les bassins du parc, ils pourraient faire nager leur bateau. Oui, évidemment, ils pourraient, il y a de l'eau dans les bassins. Comme le jeu était triste avec Albert, Gabriel en aurait pleuré. Ah, plutôt que d'essayer encore de lui arracher des détails morts, il préférait fermer les yeux dans son lit et se rappeler les paroles toujours chantantes que récitait Franz au petit matin. Voici que passent les arroseuses, fières jardinières des pavés. On entend grincer les trams, ils vont donner le la dans toute la ville. Ah, qu'il puisse bientôt lui aussi se lever, disait-il, et il marcherait jusqu'à cette fenêtre. Il pourrait enfin aller cueillir lui aussi ces images que Franz avait semées sur la ville. Hélas, les mois passaient, qui le trouvaient toujours dans l'immobilité d'une planche. Déjà, Albert pardon, déjà, pardon, déjà, Albert allait pouvoir à son tour quitter la chambre. Lui n'avait pas encore la force de prendre seul un mouchoir. Adieu, Gabriel, lui dit en partant son fidèle compagnon. Je n'aurais pas voulu te faire tant de peine, mais c'est si difficile, tu sais, de raconter ce qu'on voit. Quand tu seras guéri, tu me pardonneras. Et Gabriel resta longtemps seul dans la chambre, en face de son mur blanc. Il devenait chaque jour plus triste, il devenait chaque jour plus triste, et quand de nouveaux malades arrivèrent dans la chambre, il n'eut pas le cœur de recommencer avec eux le jeu de la fenêtre. Il craignait trop qu'un maladroit ne vînt encore abîmer les images que lui avait laissées Franz, d'une ville transparente et heureuse qu'il revoyait chaque jour dans le silence de ses rêves. Quand je serai sauvé, se disait-il, je retrouverai Franz, et le soir nous irons flâner à travers la ville. Nous nous asseoirons sur un banc du parc, et peut-être de cette même chambre, les malades seront heureux de nous voir passer sous leurs fenêtres. Ils nous attendront chaque jour, et peut-être nous donneront-ils des noms. Mais Gabriel ne guérissait pas. Il s'affaiblissait de jour en jour, et l'immobilité des pierres le gagnait tout entier. Il délirait de longues heures, parlait de Gerbran-le-Marin et des cloches de Saint-Stéphane, puis il suppliait qu'on le menât près de la fenêtre. Le malade était intransportable, et le docteur le savait bien qui n'espérait pour lui que l'impossible. Mais quoi, il faisait si doux dehors. Avec d'infinies précautions, le docteur fit pousser le lit vers la fenêtre ouverte, et Gabriel enfin, après ces mois d'attente fébrile, put à son tour porter ses regards sur le monde d'au-delà les vitres. Devant lui, de l'autre côté d'une rue sombre, il vit un immense mur de briques qui fermait la vue jusqu'au ciel. Mais Gabriel ne savait plus s'il était encore sur cette terre.